Hello à tous, salut Romain. Salut Fabien, salut tout le monde. N'hésitez pas à nous dire du coup dans les commentaires si vous nous voyez bien, si le son et la caméra sont OK comme d'habitude, et puis si vous êtes en forme pour ce live avec Romain. Hop, il y a le petit onglet normalement en haut qui commentaire. Hello Joseph. Et Romain, du coup, très content du coup de faire ce live avec toi. Ça fait un petit moment du coup qu'on discute et qu'on voulait faire ce live du coup sur générer des leads en automatique avec l'IA. Donc on est vraiment ravis de t'accueillir aujourd'hui pour présenter et d'apporter de la valeur à notre audience. Bah écoute, avec grand plaisir, et puis encore une fois, merci pour l'invitation. Je pense que ça va être un bon moment ensemble, on va montrer pas mal de choses. L'idée, c'est que vraiment ce soit un max de valeur pour vous. Yes. Du coup, je te laisse te présenter, Romain, dire un peu aux gens qui sont présents, qui ne te connaisseraient pas encore, du coup, qui tu es, ce que tu fais, etc. Yes, alors pour me présenter rapidement, donc moi, Romain, j'ai un profil entre un sales, growth B2B, dev full stack, et depuis fin 2022, je m'intéresse beaucoup à la partie aussi IA au service de la lead gen en B2B. Donc, je suis indépendant, solopreneur depuis 1 an. J'ai accompagné à date 300 clients sur la thématique de comment mettre en place des lignes machines en B2B avec les bonnes stratégies, social selling, prospection, création de contenu organique sur LinkedIn et avec une couche d'IA et d'automation. Voilà. Donc, l'idée, c'est que justement, dans le cadre de ce webinaire-là, c'est de vous montrer de manière très opérationnelle, très concrète, ce qu'on veut faire, notamment sur la partie prospection. Trop, trop cool. Et c'est vrai qu'on voit, la plupart, je pense, tu vas pas mal passer tes posts LinkedIn, ou en tout cas les stratégies que tu dévoiles en public. Et ça donne envie d'un peu d'en savoir plus sur vraiment ce qu'il y a derrière le moteur, comment tu mets ça en place, comment tu réfléchis ça. Et c'est un peu l'objectif que l'on a aujourd'hui avec ce live, de montrer comment Romain il réfléchit une stratégie et comment il la met en place de A à Z. Du coup, une stratégie outbound sales, growth avec l'IA. Carrément. Du coup, rapidement, du coup, moi je suis Flavien du coup de chez Faro. Faro, c'est une plateforme du coup de prospection B2B. Ça permet de faire des listes de prospection ultra ciblées. En quelques clics, vous avez toutes les informations sur les entreprises et les prospects. Vous pouvez les enrichir, récupérer les coordonnées de vos prospects et les envoyer vers vos outils d'envoi de séquences type LGM ou Lemlist ou votre CRM en quelques clics. On le verra juste après, mais c'est vraiment l'outil pour vous permettre de faire des listes de prospection très facilement. On va pas tarder, je pense qu'on va pouvoir commencer. Il est 11h, 11h03, ça va arriver. On a un peu plus de 100 personnes déjà en live. On va pouvoir déjà commencer parce qu'on a un beau programme qui nous attend. Carrément. C'est bon, je reconnais certains dans le chat. Hello à Salut tout le tous. monde. Du coup, le programme de ce webinaire, aujourd'hui, on voulait déjà commencer sur une première partie avec Romain, du coup, sur les stratégies de prospection. Quelles sont les différentes stratégies qu'on utilise et qu'il utilise notamment pour aller chercher de l'interne, pour générer du coup des campagnes et aller chercher du coup des leads qualifiés. Ensuite, on ira directement dans le concret en nous mode comment on crée des CP et des personas avec l'IA pour pouvoir aller plus loin dans ces campagnes. Ensuite, on crée la liste d'entreprise, puis de prospects pour pouvoir le lancer dans des campagnes. Des icebreakers en automatique, on va nettoyer tout ça, créer des icebreakers, puis on le lance dans la campagne automatisée. De A à Z, on veut vous montrer comment on pourrait créer du coup des campagnes avec l'IA de façon un peu automatique et surtout de qualité. On va directement rentrer dans le vif du sujet du coup. Quelles sont les stratégies de prospection que tu utilises? Quels sont les items? Comment tu réfléchis tout ça, Romain? Directement dans le vif du sujet. Première partie, du coup, la prospection avec des social intent. Yes, exactement. Donc sur la partie stratégie de prospection, globalement, en termes de théorie, on va dire qu'il y a un triptyque qu'il faut respecter, c'est être capable de prospecter la bonne personne au bon moment et avec le bon contenu. Euh, Aujourd'hui, prospecter la bonne personne, globalement, avec les outils qu'on a à disposition, c'est de plus en plus, entre guillemets, simple de le faire. Les outils nous permettent effectivement de récupérer facilement les intitulés de poste, de scraper l'information sur les différents prospects, de récupérer le numéro de téléphone, les emails, etc. Là où ça devient effectivement plus complexe, c'est de prospecter au bon moment et effectivement aussi d'approcher avec le bon contenu. Je pense que vous avez tous été confrontés à des stratégies, des approches de prospection qui soit sont complètement à côté de la plaque, soit manquent en fait, d'impact en termes de valeur. Et donc là, c'est vraiment aujourd'hui, je pense, en termes de stratégie, là où effectivement, il faut vraiment se concentrer, taper au bon moment avec le bon contenu. Et donc, du coup, sur la partie pour être capable de prospecter au bon moment, moi, en tout cas, ma grille d'analyse, comment je le vois, je le vois en trois degrés différents de ce que j'appelle donc ce qu'on appelle d'intent, donc de détection de comportement pour du coup déclencher ces campagnes de prospection. Premier niveau, ce que j'appelle les social intents, c'est tout ce qui va être des comportements clés
qui vont être détectés autour de ton profil LinkedIn ou de profil LinkedIn d'une équipe, notamment quand vous faites un petit peu de création de contenu, sur LinkedIn en l'occurrence. Donc, dès que vous allez avoir des personnes qui vont liker votre post sur LinkedIn, qui vont commenter, qui vont visiter votre profil, qui vont suivre votre page d'entreprise. Donc, tout ça, globalement, c'est des personnes qui gravitent autour de votre profil, qui cherchent de l'information et qui, du coup, peuvent être intéressés pour pouvoir, du coup, aller plus loin en termes, du coup, de prise de contact, d'apport de valeur et les faire entrer dans le funnel. Donc ça, c'est souvent un truc qu'on a un petit peu tendance à sous-estimer, à vouloir tout de suite chercher finalement des intents un petit peu plus complexes, un petit peu plus techniquement, alors que pour le coup, tous ces social intents sont hyper importants parce que ce sont des gens qui gravitent autour de vous et qui sont pour le coup assez intéressés par rapport à ce que vous faites. Deuxième niveau, ça va être effectivement d'aller identifier des audiences captives, soit la concurrence, soit qui sont finalement proches de vous sur votre marché, sur votre niche. C'est particulièrement intéressant quand vous êtes plutôt en stratégie go-to-market, vous êtes en train de lancer un nouveau produit, un nouveau service, vous cherchez un peu à tester votre marché, et bien finalement d'aller solliciter des audiences qui sont proches de ce que vous faites, ça peut être effectivement aussi une bonne approche pour aller tout de suite capter et échanger avec des personnes qui sont du coup potentiellement vos prospects. Donc même logique, like, comments, mais également toutes les personnes qui vont pouvoir soit suivre une page entreprise d'un concurrent ou qui vont intégrer les réseaux d'un de vos concurrents ou encore une fois d'une structure qui va être sur votre niche, sur votre marché. Et troisième, et ça va être là où effectivement on va se concentrer sur la démo d'aujourd'hui, ça va être les intent data un petit peu plus externes, donc qui vont être les comportements au niveau soit d'une entreprise, soit d'une personne. Et pour ça, du coup, on va faire la démonstration avec Faro pour pouvoir, par exemple, détecter les entreprises qui recrutent sur des postes spécifiques, qui ont des technologies particulières ou d'autres signaux comme levée de fonds, boîte en forte croissance, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment toute la force de Faro. Ça va être vraiment d'avoir cette stack technique, la consolidation des données, qui va vous permettre globalement d'avoir finalement une fiabilité au niveau de l'intent pour pouvoir ensuite déclencher toute la partie prospection. Ça, c'est super intéressant du coup ce que tu nous dis, Romain, sur la partie audience externe. Tu as dit à Faro qui va rentrer en jeu. Et toi, sur l'autre partie, comment vraiment tu vas, est-ce que tu automatises ça? Comment tu gères ça, etc. Est-ce que tu le fais à la main? C'est sûr que non, en te connaissant. Comment toi, tu vas essayer d'automatiser un peu ça pour pouvoir capitaliser sur ces informations-là que tu utilises dans ta prospection? Bah, là-dessus, typiquement, si je prends l'exemple de la première stratégie, ce qui, pour le coup, est hyper intéressant, c'est ce que j'appelle un peu les stratégies de social selling ou d'all-bound, qui fait que quand tu combines de la prospection plus de la création de contenu, c'est là qu'effectivement, tu as un duo qui est assez cool. Parce que quand tu crées du contenu, notamment quand tu fais des posts un peu orientés lead magnet, c'est-à-dire que tu vas créer un contenu qui va apporter de la valeur, qui va répondre à une problématique qui est clairement identifiée chez tes prospects, tu crées un contenu, tu le postes sur LinkedIn, et du coup, pour que les personnes puissent y accéder, elles vont du coup pouvoir commenter, et ensuite tu leur files le lien pour accéder au contenu, etc., etc. Et ça, ce type d'approche fonctionne extrêmement bien parce que c'est des contenus qui sont valorisés par LinkedIn. Dès qu'il y a du commentaire, ça permet effectivement d'être visible sur des réseaux 2 et 3 sur LinkedIn. Et du coup, il y a tout un tas de personnes qui réagissent. Il y a du like, il y a du commentaire, il y a du partage. Mais tout ça, c'est des signaux qu'il faut exploiter pour globalement apporter déjà cette valeur qui est promise et de faire entrer toutes ces personnes-là dans son funnel. Donc effectivement, là, je ne le fais pas manuellement. C'est entre guillemets à 95% automatisé. Je vais récupérer des personnes qui like, les personnes qui commentent. Je vais leur pousser le contenu de valeur. Et du coup, je vais m'assurer derrière que voilà, ils ont bien vu le contenu, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce que ça répond à l'une de leurs problématiques. Mon objectif, je ne cherche pas à vendre, je cherche à créer un lien de confiance avec eux, de leur montrer la valeur, que je peux déjà, finalement, même avec des contenus gratuits, résoudre leurs problématiques. Et puis pour certains, il y en a qui vont avoir besoin d'aller plus loin. Et puis globalement, je serai la bonne personne pour pouvoir les accompagner. Mais mon objectif, c'est pas de chercher à vendre, c'est de chercher à créer du lien, apporter de la confiance et apporter de la valeur à chaque personne qui va graviter autour de mon profil. Ok, c'est vraiment très, très cool ça. On le répète souvent aussi chez Faro, mais c'est vrai que
on ne cherche pas à vendre, on cherche d'abord à apporter de la valeur, à essayer de résoudre un problème du coup chez notre prospect. Et quand il aura vraiment le moment pour lui d'acheter ou de passer à l'achat, il pensera à nous parce que il sait qu'il y a un expert qui connaît, qui peut répondre à ses besoins, mais jamais chercher à vendre directement. C'est, je pense, la meilleure stratégie. Tu testes depuis, en fait, tu fonctionnes comme ça depuis longtemps, Romain, et je pense que tu peux me dire que ça fonctionne très bien. Ouais, ça marche hyper bien. Là, je donnais l'exemple de la semaine dernière, j'ai sorti un lead magnet que j'ai appelé donc comment créer une lead machine B2B avec l'IA, les automations. J'ai fait un post LinkedIn, j'ai généré plus de 430 leads avec un seul post LinkedIn. Et derrière, il y a énormément de valeur parce que c'est une combinaison de moi, ce que j'ai mis en place sur mon propre business, de ce que j'ai pu faire ou vu chez mes clients et prospects. Et en fait, ça apporte effectivement des réponses très concrètes, très opérationnelles. Et puis voilà, l'objectif, c'est d'aller finalement, peut-être sur 100 personnes, il y en aura 90 qui ne seront pas forcément, entre guillemets, matures pour aller plus loin, parce que soit finalement déjà la valeur qui est suffisante pour leur permettre d'avancer. Il y a aussi des personnes qui sont là, des curieux. Mais parmi ceux-là, il y a peut-être 5-10 personnes qui ont besoin d'être accompagnées, qui ont besoin d'aller plus loin. Et puis voilà, globalement, je peux être la personne qui peut être cette réponse à ce besoin-là. Yes. Hyper cool. Ta manie, je pose une question intéressante. Faro permet-il de détecter ses niveaux de social intent? Alors, pour l'instant, non. Sur Faro, c'est pas possible de voir si une personne like un certain type de post, etc., commente. Actuellement, les outils qu'on utilise avec Romain, la plupart du temps, enfin, nous, de notre côté, c'est plutôt Phantom Buster qui font ça. Il y en a pas mal d'outils, mais il y a pas mal d'outils sur le marché qui permettent de faire ça. Mais Faro, ça va arriver dans un second temps, dans pas très longtemps, mais pour l'instant, c'est vraiment, comme on l'a dit, la troisième partie, audience externe, mais pas directement le comportement des prospects que l'on peut analyser dessus. Donc du coup, sur les démonstrations qu'on va faire juste après, donc à quel niveau l'IA et les automatisations vont s'intégrer, globalement, ça va être sur 5 parties. La première chose, c'est comment est-ce qu'on va affiner notre ICP, surtout Buyer Persona, et comment, grâce à l'IA, mais aussi avec Parsinator que vous avez développé chez Faro, on va pouvoir du coup dresser des recherches booléennes avancées. J'expliquerai d'ailleurs à quoi ça sert, pour pouvoir faire des recherches avancées sur LinkedIn et sur LinkedIn Sales Navigator pour ceux qui ont la licence. Deuxième chose, l'IA est aussi hyper utile sur le développement de scripts, notamment quand vous voulez faire des automatisations. Donc que ce soit côté ChatGPT ou avec aussi Claude. Claude fonctionne extrêmement bien. J'ai été très surpris, j'ai fait les derniers tests là sur les 2-3 dernières semaines. Et Claude est extrêmement puissant, voire même presque plus puissant que OpenAI sur cet aspect-là. Aussi, petit trick sur la partie icebreaker, donc ça on en parlera aussi tout à l'heure, et automatisation complète du workflow, et la partie prospection, relance automatisée, notamment via la grosse machine. Mais finalement, vous pouvez connecter n'importe quel outil derrière, ça, il n'y a pas de souci. Alors du coup, pour que ce soit le plus concret opérationnel possible pour vous, on a pris un exemple fictif. Globalement, imaginez-vous, vous êtes une boîte, une agence qui met en place de l'IA et des automatisations pour des entreprises qui développent des SaaS en B2B. Voilà, l'objectif, c'est effectivement de trouver des clients qu'on va pouvoir accompagner sur cet aspect-là. Donc, on a fait aussi ICP et personnes affectives. Donc, ICP, type de boîte, de 20 à 99 salariés qui viennent de lever des fonds en 2024, qui sont en forte croissance, spécialisés développement de logiciels. Et en buyer persona, on en a pris 3, CEO, growth, market et sales. L'idée, c'est vraiment de vous montrer un peu la panoplie de ce qu'on peut faire. Ouais, après voilà, c'est vraiment ça, c'est un cas qu'on voulait pousser. Il y a tout type de cas qui sont possibles, etc. C'est vraiment qu'on a voulu spécialiser sur un cas où il y a des intents qui sont facilement récupérables. Après, il y a vraiment tout type de cas qui sont possibles à faire. Allez, on va direct rentrer dans le concret et passer sur le cas d'usage. Comment créer du coup cette campagne-là pour proposer nos services du coup de SaaS en automation pour ces CEO. Alors, hop, je vais vous partager mon écran. Yes. OK. Hop. Normalement, c'est bon. Vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous voyez bien bon. l'écran. Allez. Mais normalement, ça devrait être OK pour tout le monde. OK. Alors, c'est parti. Donc, du coup, ce qu'on va faire... Attendez, je vous... Merci. D'accord. Je vous mets ça aussi à l'écran. Donc, premier objectif, finalement, ça va être donc de partir de notre cas fictif. Hop,
Je me mets sur la slide. Voilà. Voilà. Donc, on va partir sur notre cas fictif et on va du coup démarrer par l'analyse du persona et surtout l'objectif, en fait, ça va être donc de dresser donc une recherche booléenne avancée. Cette recherche booléenne, globalement, ça va nous permettre du coup de faire une recherche avancée sur LinkedIn, sur Sales Navigator, mais aussi sur Faro, à partir du coup d'informations sur votre offre et le type de persona que vous cherchez à adresser. Donc du coup, pour ça, vous avez deux possibilités. Donc, soit on peut utiliser Parsinator que vous avez développé chez Faro. Et là, l'intérêt de Parsinator, c'est que quand, par exemple, vous allez taper CEO, par exemple, type direction générale, l'outil va vous sortir toute une déclinaison d'intitulés postes qui vont graviter autour du persona CEO. Donc, c'est vraiment tout ce qui va tourner en fait au niveau du champ lexical de CEO, donc directeur général, cofondateur, etc., etc. Et ça, ces éléments-là, on va pouvoir du coup les copier et pouvoir l'associer soit dans une recherche standard ici, soit dans Sales Navigator. Vous allez du coup pouvoir, alors, je vous Sales Nav, hop, filtre de prospect. Vous allez du coup pouvoir renseigner cette recherche ici. Donc ça va permettre de pouvoir récupérer toutes les déclinaisons de mots-clés autour de ça. Mais également, vous pouvez le faire aussi sur Faro. Autre option, c'est qu'aussi vous pouvez passer par ChatGPT, notamment donc, en vous créant un GPT dédié. Moi, je m'en suis créé un rapidement pour faire ce genre de choses. Et globalement, ce que va faire le GPT, il va me demander du coup des informations par rapport à mon positionnement, le type de boîte, buyer persona, etc., etc. Donc, ce que je vais faire tout simplement, j'ai fait un petit screenshot de notre exemple fictif et je vais donc le télécharger pour lancer l'analyse. Donc, on va laisser travailler quelques instants pour qu'il nous fasse l'analyse complète et qu'il nous dresse cette liste de job title, donc déclinaison en français et potentiellement aussi en anglais quand c'est cohérent, et du coup, pour nous permettre d'avoir cette fameuse recherche booléenne à la fin. Et une question qui peut venir, toi qui utilises beaucoup ChatGPT et Claude, notamment pour l'IA Romain, est-ce Ouais. que toi, tu préfères, du coup, tu trouves plus c'est intéressant d'insérer directement des images ou le texte en dur? Quels sont les réflexes que tu recommandes ou d'après ton expérience, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi de ton côté? Alors, tout va dépendre du besoin. Là, typiquement, on est sur quelque chose de relativement simple. En plus, donc, j'ai fait en sorte que l'exemple tienne dans une slide. Donc là, globalement, on peut aller rapidement faire le screenshot et ça marche super bien. Que ce soit sur ChatGPT ou sur Claude, même typiquement pour des cas d'usage de debug de script, ça marche hyper bien. Tu prends un screenshot du script avec l'erreur qui t'est remontée quand tu mets en place un script. Tu fais screenshot, tu l'envoies dans ChatGPT ou dans Claude, tu dis, ben voilà, j'ai eu cette erreur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu peux m'aider à débloquer la situation? Il interprète la totalité, tac, 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 il comprend, il dit, ok, très bien, j'ai compris, c'est à cause de ça, ça, ça et ça, et il te fait une nouvelle version de script. Donc ça, vraiment, ça marche du feu de Dieu. Après, dès que tu vas, par exemple, rentrer dans les logiques où tu veux faire un GPT, et que, autre exemple, tu veux créer un GPT pour t'aider dans la rédaction, pré-rédaction de tes posts LinkedIn. Bah, typiquement, là, tu vas pouvoir télécharger de la documentation un petit peu plus spécifique avec, par exemple, les différents types de posts que tu fais. Pour chaque type de post, des exemples que tu fais. Comme ça lui donne des exemples, des trames sur lesquelles, en fait, tu vas pouvoir l'orienter d'une certaine façon. Et donc ça, effectivement, il faut télécharger un maximum de documentation pour donner du contexte et pour pouvoir, du coup, avoir des réponses qui vont être customisées, personnalisées par rapport à ton besoin. Il faut toujours partir du principe que des LLM, donc globalement tous les outils d'IA générative, ont été entraînés sur les données publiques. Donc s'il n'y a pas suffisamment de données personnalisées, de contexte, effectivement, le risque, c'est d'avoir des réponses qui sont un peu génériques, un peu décevantes. Donc tout se gère au niveau du prompt.
Ok, très, très intéressant parce qu'on a tous eu le retour, déjà fait le cas. Ben, j'ai essayé de faire un copywriting avec le ChatGPT, il n'était pas très bien, c'était trop générique, etc. Tout simplement, ben, tu le dis assez bien, il faut l'entraîner, il faut vraiment personnaliser suivant ce que tu veux exactement. Exactement. Alors, on va du coup retourner hop dans ChatGPT. Donc là, on voit que sur nos 3 personas, il nous a donc dressé. Moi, au niveau du prompt, j'ai demandé à ce qu'il y ait uniquement que 10 déclinaisons pour éviter d'avoir des listes à rallonge. Donc là, j'ai 10 propositions déclinaisons d'intitulé de poste par persona. Et donc là, il me demande si effectivement il peut lancer les requêtes booléennes. Faire Go. Donc là, on le laisse travailler. Et donc là, voilà, on voit finalement, on arrive à voir à peu près le même résultat que ce qu'on avait avec le Personator. Et donc là, vous avez l'ensemble des requêtes en mode booléenne, où globalement, il va aller chercher soit CEO, ou fondateur, ou managing director, ou président, ou co-founder, etc., etc., etc. Super intéressant là, d'aller plus loin là-dessus sur ChatGPT. Et du coup, une fois que l'on a du coup cette requête-là, l'objectif est d'aller dans Faro pour pouvoir ensuite aller faire la liste de prospects et ensuite la personnaliser. Hop, je reprends la main et Exactement. partager Ouais, vas-y, mon fais-le. écran. Alors, l'objectif, du coup, on l'a dit sur ce cas d'usage-là, c'était d'aller chercher des entreprises du coup d'Île-de-France, du développement logiciel en forte croissance, de 20 à 100 salariés et qu'on levait des fonds en 2024. On va d'abord faire du coup la recherche d'entreprise, vous montrer comment ça fonctionne sur Faro, et ensuite, je vais vous montrer les différentes possibilités qui existent sur la recherche de prospects sur Faro. Au niveau des entreprises, très simplement, on a dit qu'on recherchait des entreprises développement logiciel. Je peux taper ici dans Faro développement logiciel et j'aurai directement l'activité de développement logiciel qui va ressortir en forte croissance. Hop, on a dit au niveau des filtres magiques, la forte croissance qu'on va regarder et qui ont levé des fonds du coup en 2024. Donc, vraiment, ça c'est genre d'entreprises qui ont du budget, surtout qui ont levé. Ça peut être des entreprises qui sont pas mal prospectées, mais il faut savoir que sur Faro, pour notamment les filtres de croissance, on ne va pas regarder uniquement s'il y a une levée de fonds récemment, on va regarder si l'organigramme a évolué, s'il y a plus de quelques recrutements qui sont en cours dans l'entreprise, si le chiffre d'affaires a évolué sur les 3 dernières années, etc. Il y a une dizaine de facteurs qui sont regardés pour estimer la croissance ou pas d'une entreprise. Une fois du coup qu'on a sélectionné ces entreprises-là, on a dit qu'on voulait que ces entreprises soient en Ile-de-France et de 20 à 100 salariés. Hop. Ok. Une fois du coup que l'on a ça, on va aller attaquer sur la recherche de prospects. Plusieurs possibilités. On peut utiliser du coup la recherche booléenne qu'a fait Romain. Donc, pour exemple, je reprendrai celle par exemple du Parcinator. Je peux tout simplement ici la copier et la coller ici dans Faro. Si je veux utiliser du coup les recherches booléennes, je peux le faire très rapidement sur Faro. Il y a plusieurs possibilités et je vais vous expliquer pourquoi souvent je ne fonctionne pas directement avec la recherche booléenne. Parce que la recherche booléenne, elle va vous donner 3, 4, 5, 6 personnes par entreprise qui vont correspondre aux intitulés de poste que j'ai ciblés. La plupart du temps, dans une campagne, on peut mettre 2, 3 personnes par entreprise, mais on veut par exemple une personne d'interaction, une personne du gloss, une personne du sales et pas 5, 6 personnes dessus. Pour éviter de recliner sa liste comme ça et de perdre du temps dans le clinage, il y a plusieurs autres possibilités qui sont possibles dans Faro. Première possibilité, ici par exemple, je tape CEO. Je peux utiliser l'organigramme Faro où j'ai un organigramme qui va analyser automatiquement et avec le Parcinator qui est intégré dans Faro une personne de la direction générale pour essayer d'avoir une personne, du coup, directeur général ou le président qui va répondre à la demande que je fais. Ou alors, je peux aller aussi sur la suggestion de poste, quelque chose qu'on a développé à l'intérieur sur Faro, qui va automatiquement vous proposer les 30 intitulés de poste qui vont plus ressembler à la recherche que vous avez fait. Et vous pouvez soit tout désélectionner ou à la main choisir les intitulés de poste que vous voulez garder dans votre recherche. Ça va vraiment permettre en gros de reproduire une recherche booléenne plus facilement ou en tout cas de façon très rapide. Donc, sur l'intitulé de poste qu'on va faire, par exemple, ici, si je vais taper CEO, on va prendre direction générale. On a dit qu'on voulait une partie du coup en gloss et une partie en sales. Donc, comme ça, on va chercher du coup 3 personnes. Hop, je ferme ici, différents dans l'entreprise. Et pour avoir qu'un seul prospect, du coup, par fonction, et pas se retrouver avec 5-6 prospects, moi, je préfère utiliser l'organigramme Faro. Après, les recherches booléennes aussi sont très fortes pour aller chercher vraiment toutes les entreprises et tous les prospects que l'on a envie, du coup, l'on en recherche. Hop, et on sales. Hop, ok. Vous voyez, dans Faro, quand je sélectionne pas de niveau hiérarchique, c'est possibilité de choisir du coup un directeur, un responsable ou un collaborateur, ça va automatiquement remonter la personne qui a la plus grande responsabilité dans l'entreprise. Ça permet de faire un tri directement du coup sur les décideurs et pas aller sélectionner le niveau hiérarchique. C'est possible de le faire, mais moi je le fais directement comme ça. Hop, on va lancer la recherche.
Et on peut voir du coup que j'ai 23 entreprises qui ressortent et 49 prospects. Il y a 2 à 3 prospects par entreprise, du coup, un growth, un sales manager, un co-founder, comme on peut le voir du coup sur l'entreprise Colonize. Là, du coup, sur cet affichage-là, vous pouvez voir, vous avez du coup les profils de la personne, son intitulé de poste, son nom, son prénom. Vous aurez des informations du coup sur l'entreprise ici au niveau de la fiche d'entreprise. Vous pouvez retrouver les technologies qu'elle utilise, ses dernières actualités, son effectif, l'effectif qu'il y a sur LinkedIn, son numéro de sirène, etc. Et bien entendu, surtout, ce qui est très intéressant, vous aurez accès à l'organigramme d'entreprise, où là, vous pouvez retrouver toutes les personnes qui travaillent dans cette entreprise, déclinées par niveau de responsabilité, et ici, département et sous-département, pour pouvoir du coup naviguer très facilement dans les entreprises. Une fois du coup qu'on est sur cette recherche-là, qu'est-ce qu'on souhaite faire? Bien entendu, c'est aller chercher l'email et le numéro de téléphone de nos prospects pour pouvoir les contacter, personnaliser et les rentrer dans une séquence. Très simplement, je sélectionne mes prospects, j'ajoute les prospects à une liste ici. Hop, je nomme ma liste. Et là, les prospects vont être ajoutés à la liste et je vais pouvoir les enrichir. Hop, si j'arrive du coup sur la liste ici que je viens de créer, il y a maintenant plusieurs possibilités sur Faro pour enrichir les prospects. On a rentré du coup dans la semaine dernière des nouvelles intégrations avec notamment un drop contact et full enrich qui permet de faire de l'enrichissement en cascade sur Faro pour maximiser du coup le nombre d'emails et le nombre de numéros de téléphone que vous allez trouver sur vos prospects. Donc plusieurs possibilités. Vous avez Drop Contact qui est toujours intégré à l'abonnement. Vous pouvez chercher vos prospects Drop Contact qui va trouver entre 50 et 70% des emails. Et ensuite, vous pouvez aller filtrer sur les emails qui n'ont pas été trouvés et chercher du coup avec Better Contact ou Full Enrich s'ils vont trouver l'email de vos prospects parce que vous avez une audience qui est très précise, vous avez fait un gros ciblage derrière, donc vous voulez maximiser le nombre d'emails et de téléphones que vous trouvez, vous pouvez intégrer Full Enrich, Better Contact, Drop Contact qui est intégré et Casper pour essayer d'aller chercher au maximum le numéro de portable et les emails de vos prospects. Et une fois que du coup vous avez enrichi, on va partir avec Romain et comment on va pousser du coup nos prospects du coup sur Airtable pour les personnaliser. Top. Alors, je vais reprendre la main pour partager. Tu vas me dire si c'est bon. Yes. Il y a une question de Mathilde en même temps. Quelle structure booléenne choisir pour Faro de mon côté? Lorsque je fais la requête depuis GPT, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas ma syntaxe. Ça fonctionne bien qu'avec Parsinator. Normalement, n'importe quelle requête booléenne, tu peux l'insérer, la copier-coller dans Faro. C'est peut-être sur le prompt, Mathilde, qui doit avoir une erreur, mais tu peux faire le test, je pense, Romain, toi qui as pas mal utilisé les deux, l'intégrer dans SalesNav, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne dans SalesNav, ça fonctionnera dans Faro normalement. Alors, effectivement, faudrait, je sais pas, on peut pas partager là de screenshot. Mais si tu as un problème de syntaxe, ça doit être peut-être au niveau du format de sortie que te donne ChatGPT. Donc voilà, à regarder, mais regarde si c'est une problématique au niveau des parenthèses ou au niveau des guillemets. Mais ça doit être à force, je pense que ça doit être un problème à ce niveau-là. Alors, C'est bon, Romain, on voit ton c'est écran. bon. Donc du coup, donc là j'ai repris donc les résultats qu'a généré Fabien. Donc là, globalement, on a cette liste de leads potentiels qui globalement répondent à nos différents filtres qu'on vient de mettre en place. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par une étape intermédiaire avant de les pousser en prospection, par une étape dans laquelle je vais venir du coup prioriser. Je vais venir, alors là, l'objectif c'est de vous montrer ce truc-là aussi, c'est générer la partie icebreaker. Et du coup, pour pouvoir ensuite l'automatiser et l'intégrer dans les campagnes de prospection. Cette étape-là, elle est importante parce que ça permet justement de prioriser vos actions de prospection, de rajouter une couche de nettoyage, une couche de personnalisation avant de l'envoyer, entre guillemets, éviter que ce soit, entre guillemets, fait comme des bourrins. L'avantage aussi, c'est qu'en passant par un système, notamment sur Airtable, c'est que en fait, vous allez pouvoir centraliser tous les intents au même endroit. Donc, ça peut être un intent qui vient de Faro, ça peut être un intent qui vient, comme on l'a vu au niveau de l'introduction, de personnes qui ont liké, commenté vos posts, qui ont visité votre profil, qui vous ont ajouté sur LinkedIn, qui suivent votre page d'entreprise. Et globalement, ce travail de nettoyage, de priorisation et du coup de personnalisation peut être tout centralisé sur Airtable pour ensuite déclencher des prospections avec tous les éléments de contexte en amont. Donc là, ce que je vais vous montrer avec Faro, c'est que déjà, on va les pousser automatiquement. Allez, je vais prendre les 5 premiers. On va pousser automatiquement ces 5 premiers prospects dans Airtable pour ensuite donc, vous montrer le travail juste après. Donc, on va pouvoir utiliser ce qui s'appelle sur Airtable une fonctionnalité qui s'appelle donc Webhook. L'objectif du Webhook, ça va permettre en fait de pousser
les informations de Faro vers un autre logiciel. En l'occurrence, j'ai choisi Airtable. Et donc, pour pouvoir faire ces connexions entre les deux, j'ai du coup notamment utilisé Make, qui est un outil donc d'automatisation. Donc, je clique sur Webhook et là, je choisis à quel endroit je les envoie. Donc là, j'ai cliqué ici et hop, on va avoir à cet endroit-là nos prospects qui vont arriver. Voilà, ils viennent d'apparaître à l'écran. Je vais zoomer un tout petit peu plus. C'est bon, là, vous voyez bien mon écran? Yes, tout est OK. Vous pouvez nous confirmer dans le chat, mais on voit bien normalement. Ok, super. Donc là, j'ai les 5 profils tests que je viens du coup d'envoyer à l'instant. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, je vois qu'ils viennent de Faro. Donc moi, ça me permet derrière de pouvoir derrière gérer toute la partie personnalisation. Donc là, j'ai récupéré automatiquement toutes les informations du coup qui sont disponibles sur Faro. Prénom, nom, job title, le nom de l'entreprise, l'URL LinkedIn de l'entreprise, sirène, secteur d'activité au niveau du code NAF, company activity, date de fondation, de création de la boîte et le nombre d'employés. Je vais rajouter, pour faire l'exemple jusqu'au bout, je vais rajouter aussi ces exemples-là. Tac. Voilà. Webbook. Hop, voilà. Moi, j'ai rajouté quelques exemples en plus. Ensuite, donc une fois qu'on a cette liste-là, là, par exemple, je vais faire une petite démonstration qui va être de venir classifier le persona. Alors, dans notre exemple Faro, ça a moins d'intérêt, mais par contre, quand vous avez des prospects que vous avez récupérés sur des likes, commentaires, sur vos posts, etc., ça peut être intéressant de les classifier parce que ça vous permet derrière de prioriser et aussi de pouvoir gérer derrière éventuellement la manière dont vous allez les approcher. Donc là, je vais par exemple appuyer sur ce bouton-là, classifier le persona. Et là, globalement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir analyser, je me remets là, hop, il va analyser tous les éléments contenus dans son intitulé de post. Et à côté de ça, moi, je l'ai alimenté avec une base de données d'à peu près 300-400 intitulés de post. Et à chaque fois, j'ai ma colonne avec intitulé de post et persona en face. Et globalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une classification automatique du persona en fonction des intitulés de post qu'on a remontés depuis Faro. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis, Romain, parce que je pense pour beaucoup d'entre nous, quand tu fais tes bases de données avec par exemple Faro ou un autre logiciel, normalement, tu es sûr tu connais l'intitulé de poste des personnes que tu vas cibler, mais quand tu vas faire sur des intent data, la plupart du temps où on perd, c'est à nettoyer. OK, on a, pour parler grossièrement, à boire et à manger dans la liste. Comment je vais faire du coup pour la nettoyer, combien de temps je vais passer, etc. Et toi, vraiment, ça te sert ça en fait à gagner ce temps-là de j'ai pas besoin de passer du temps sur chaque profil à nettoyer. Je check les personnages que je veux regarder, ma liste se nettoie automatiquement et je peux l'envoyer dans une campagne clean. Exactement. Et surtout, c'est que l'avantage, c'est que la liste que j'ai dressée, donc les 300-400 intitulés posts, c'est une liste qui est personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, elle est basée sur globalement ce que je vois principalement chez mes principaux prospects et clients. Dès que je vois qu'effectivement, j'ai un intitulé post qui n'est pas connu dans ma base de données, ben, je la rajoute. Comme ça, je sais que pour les prochains, ce sera bien intégré. Et en fait, c'est une liste dynamique qui vit et qui est alimentée tous les jours par ben, les différentes recherches ou différents cas que je vais trouver au quotidien. Et hop, alors du coup, je le fais pour tous les autres. Après, bien évidemment, ce qu'on peut faire, c'est que soit on peut lancer un script qui va du coup prendre tous les leads d'un coup et faire la classification d'une seule fois, ou au pire, vous prenez le premier, vous étendez, et donc du coup, ça va faire la classification pour la liste entière. C'est évidemment, c'est possible de le faire. Donc ça, c'est vraiment déjà première partie, on va venir classifier le persona. Ce que je fais aussi ce qu'on peut faire aussi pour certains clients, c'est par exemple, si vous avez une liste de concurrents, pareil, l'objectif, c'est de faire entre guillemets un peu la même chose. Vous allez prendre le prénom-nom du prospect, vous allez checker automatiquement par des scripts votre liste, vous avez vos principaux concurrents, pour vous assurer que vous n'allez pas prospecter un concurrent ou quelqu'un qui travaille dans une entreprise concurrente. Ça aussi, c'est possible de le faire. Donc ça, c'est complètement automatisé par du script, c'est-à-dire c'est des bouts de code, notamment c'est du JavaScript qui permet de faire ce travail-là.
Ça fonctionne sur Airtable, ça peut aussi fonctionner parfaitement sur Goalsheet, avec l'équivalent des fonctions aussi sur Goalsheet, AppScript. Ensuite, deuxième cas d'usage, c'est la partie lead scoring. L'idée, alors là, j'ai fait un lead scoring assez simple que je vais vous montrer. Et ça, c'est ce lead scoring, il se fait par la fonctionnalité IA que propose Airtable depuis quelques semaines. Globalement, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais du coup ici lui donner un rôle qui va être donc prend le rôle d'un commercial SDR, donc globalement une personne qui va gérer la prospection et qui doit prioriser des leads à traiter. Et là, ce que je lui donne du coup 2 critères pour pouvoir prioriser chacun des prospects. Le premier critère, c'est que en fonction du persona qui est détecté en amont, si c'est un CEO founder, tu mets 3 points, sales 2 points, marketing 2 points. Si la taille de l'entreprise est de moins de 50 salariés, tu mets 3 points. Si c'est plus de 50 salariés, c'est 2 points. Parce que pour différentes raisons, ça peut être plus simple d'aller prospecter sur des boîtes dans lesquelles c'est des plus petites tailles, qui a du coup finalement on va dire un délai de prise de décision qui va être plus court sur les plus petites boîtes. Et donc là, donc ça c'est un prompt, c'est de l'IA qui tourne, et du coup je lui fais ingérer 2 variables qui sont les variables de chacun de mes prospects. Donc persona, il va aller consulter la colonne persona dans laquelle j'ai le résultat du script qu'on a vu juste avant. Nombre d'employés, ça c'est la donnée qui m'a été remontée par Faro. Et donc du coup, je vais pouvoir lancer la classification du lead scoring pour chaque prospect. Et donc là, on voit que sur les 3 derniers, ils ont été priorisés. Pourquoi? Alors, évidemment, c'est un exemple simple, parce que là, on est sur des boîtes de moins de 50 salariés, et on est bien sur du coup des personnages de type CEO founder. Ouais. Mais c'est quand même très intéressant parce que même quand tu fais des listes très précises et ciblées, tu as quand même toujours, par exemple, des personnes qui seront un peu plus importantes dans ta liste, etc. Et du coup, ça te permet de les reprioriser. Et surtout, quand tu dois alimenter derrière des sales, ok, ben, tu regardes juste la note et tu contactes en premier ces prospects. Les autres sont quand même intéressants, mais dans un second temps. Et toi, tu recibles en fait une liste que tu as déjà ciblée préalablement pour prioriser vraiment les efforts et se concentrer sur les prospects pour lesquels tu as analysé que tu avais le plus de valeur ajoutée. En tout cas, c'était plus Ouais. facile de faire du business et de leur apporter de la valeur. Alors, effectivement, ça peut être sous une logique de priorisation, ça peut être aussi une logique d'attribution par commerciaux. Si par exemple, tu as une équipe de sales avec 3, 4, 5 sales différents, mais que vous avez une attribution géographique différente, que tu as un type de boîte différent, donc quelqu'un qui est plutôt orienté TPE, PME, et l'autre qui est plutôt être orienté grand compte, et que du coup, finalement, avec toutes les informations que tu récupères de chacun des prospects, donc par exemple depuis Faro, mais après, tu peux très bien aussi lancer des scripts d'enrichissement de chaque profil, parce que tu as les URL LinkedIn. Donc après, tu peux, par exemple, utiliser des services en API, comme par exemple Piloter, qui va te permettre, ou enfin, tu as plein d'autres solutions en API, où en fait, tu vas pouvoir aller enrichir chacun des profils, et grâce à toutes ces datas-là que tu vas récupérer, et du coup, grâce à cette logique en fait d'intégration de l'IA des prompts directement dans un logiciel comme Airtable, tu vas vraiment pouvoir créer des machines de lead scoring qui sont finalement assez avancées. Ça fait un peu penser à ce que fait par exemple Clay. Je pense que certains d'entre vous connaissent le logiciel Clay. Clay, effectivement, a vraiment vocation à faire ça. Bon, le problème, c'est que Clay, ça coûte quand même relativement cher. Et l'idée, c'est qu'en fait, depuis Airtable, tu peux finalement reproduire ces mêmes types de features qui sont très intéressants, mais en plus, tu peux un peu le fine-tuner, faire des trucs un petit peu plus custom par rapport à tes besoins. Alors, je sais pas s'il y a des questions. Je vois pas forcément le chat. Le chat, il n'y a pas trop de questions là qui remontent. De toute façon, après, on aura toujours 5-10 minutes à Ouais, la fin du coup, pour les questions. Donc, n'hésitez pas aussi à ou vous pouvez les poser au fur et à mesure ou les garder pour la fin. On prendra 5-10 minutes pour répondre à toutes les questions. ok, top. Alors, donc, on a vu classification du persona, on a vu lead scoring. Ensuite, on va voir du coup 3 autres éléments. Description de l'activité. Alors là, l'objectif, ce qui est aussi hyper puissant avec Airtable, et ce que propose aussi Clay, c'est qu'en fait, vous pouvez demander à l'IA d'Airtable d'aller interroger une URL et de remonter de la donnée depuis une URL. Là, par exemple, ce que je lui demande, c'est que je lui dis basé sur l'URL de l'entreprise. Donc là, je lui donne l'URL dont la source vient de Faro.
je lui dis rédige-moi une phrase résumée de la proposition de valeur du SaaS développé par le nom de l'entreprise. Et en fait, globalement, il va aller crawler l'information directement sur le site web et remonter la data. Et donc, par exemple, donc je vais le faire pour tous. On va laisser le temps de générer le contenu. Et là, je peux voir qu'effectivement, pour cette boîte-là, il a été du coup crawler le site et remonter les informations du site. Donc ça, pour le coup, alors là, c'est effectivement, je suis sur le site web landing, enfin la home page du site, mais je pourrais très bien, si je le souhaitais, pour répliquer aussi ce que propose Clay, faire une recherche dans Google en disant, par exemple, prends comme variable le nom de la boîte, actualité ou ce qu'on veut finalement comme information dont on a besoin. On remonte le résultat en faisant une requête automatisée dans Google, par exemple, ou en utilisant Perplexity. On remonte l'information dans Airtable, et grâce à cette information-là, ça nous sert de variable ensuite pour gérer, par exemple, la partie icebreaker. Donc vraiment, l'idée, c'est que on peut vraiment customiser un truc assez puissant selon en fait les besoins et qui vont coller à ce qu'on a besoin de faire en termes de stratégie de prospection. C'est trop cool. Si tu veux vraiment aller plus loin sur un chat GPT ou comme ça va analyser ce que fait l'entreprise. Il y a aussi la possibilité, si vous voulez avoir une donnée qui soit un peu plus facile à utiliser ou en tout cas plus sommaire, Faro, vous pouvez aussi vous faire une description du coup web ou LinkedIn d'entreprise. Bon, ce sera la description qu'aura dictée l'entreprise, hein, la description qu'elle fait sur LinkedIn ou sur son site web, qui va résumer ses activités, mais qui sera peut-être moins nuancée que c'est une IA qui va vous la faire, qui va vraiment analyser ce qu'elle fait vraiment et vous dire ce qu'elle fait. Alors qu'une description d'entreprise, des fois, ça peut être. Mais les deux sont très bien utilisés dans les campagnes et surtout pour travailler après l'icebreaker. Ouais. Clairement, en fait, c'est vraiment toujours le sujet, c'est-à-dire que à partir du moment donné où tu as la data, que la data est disponible, il faut effectivement savoir la récupérer. Et une fois que tu l'as récupérée, tu l'as mis au bon endroit, c'est derrière comment est-ce que tu vas l'utiliser de manière pertinente pour servir ta strat. C'est vrai que de plus en plus, les outils permettent de faire plein de choses. Et donc, c'est bien parce que ça permet entre guillemets, de démocratiser, de rendre accessible tout un tas de techniques. L'inconvénient, c'est que justement, c'est que ça permet de les démocratiser. Donc, ça veut dire qu'on va revenir un peu finalement aux prémices qui est, voilà, c'est quoi la strat? C'est quoi la manière dont on va apporter de la valeur? De quelle manière on va se différencier des concurrents pour vraiment avoir un maximum d'impact chez ses prospects pour créer cette confiance et éventuellement leur vendre si effectivement ils ont besoin d'aller plus loin. Donc je trouve que c'est plutôt un bon problème. Ouais, clairement. Donc ensuite, si je résume, on a classifié les personas en automatique, on a la partie lead scoring, on a récupéré les descriptions d'activité. Là, on a la partie icebreaker qu'on va pouvoir du coup travailler. Alors là, je fais une mini parenthèse sur la partie icebreaker. On a beaucoup tendance à dire il faut personnaliser au maximum ces messages de prospection, c'est hyper important, etc. Alors oui et non. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. La partie, le fait de créer donc, des icebreakers, c'est-à-dire donc avoir des accroches personnalisées par rapport au contexte d'une boîte ou d'une personne, du prospect, effectivement, ça peut être intéressant, mais il faut toujours se dire quelle va être l'utilité, la valeur de créer cet icebreaker. Il vaut mieux avoir un contenu où on va se concentrer en disant peut-être moins personnalisé, mais qui va se concentrer sur l'intent et sur le fait d'envoyer de la valeur, que de vouloir absolument tenter de personnaliser sans valeur. Donc, valeur en premier, effectivement, s'il y a la personnalisation de l'icebreaker, etc., c'est un bonus, mais honnêtement, ce n'est pas le plus obligatoire. Par contre, dans certaines stratégies, le fait d'avoir l'icebreaker personnalisé avec les différentes variables d'information, etc., ça peut avoir du sens. Donc, c'est dans ce sens-là que ça peut être intéressant. Mais toujours garder en tête, valeur first. Ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet, l'icebreaker. Et au début, j'étais de cette école-là. Quitte à mettre un icebreaker là, quand j'ai commencé le band, bravo pour les 50 ans de votre boîte, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que le prospect, il s'en fiche que c'est 50 ans de sa boîte. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi tu le contactes à lui, pourquoi tu le contactes maintenant et qu'est-ce que tu as à lui proposer. Si ton ciblage à la base, il est bien fait, comme a dit Romain, tu peux avoir une séquence qui soit un peu moins personnalisée, mais tu contactes les bons prospects au bon moment, donc tu vas résonner dans leur esprit. Et tu peux avoir aussi des icebreakers, ce qu'on appelle semi-personnalisés, c'est-à-dire que tu vas avoir une phrase toute simple, par exemple, c'est-à-dire Romain, j'ai vu que tu ciblais les founders de moins de 50 personnes, du coup, etc. Et pour le prospect X, ça sera, j'ai vu que tu ciblais les bouchers d'Île-de-France.
tu changes juste quelques variables dans ton icebreaker et ça permet aussi de personnaliser comme ça, sans avoir vraiment à chaque fois une phrase dédiée. Tu as vraiment les 3 niveaux qui vont dépendre de ta prospection, mais le plus important, c'est le ciblage et le message que tu vas passer. L'icebreaker ne fera pas les résultats de ta prospection, il peut t'aider. Clairement, ça c'est vraiment, c'est vraiment un sujet ultra important et je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là, voilà, du challenge un peu intellectuel en disant voilà, je vais faire une machine de guerre, prendre plein de variables pour faire une personnalisation de fou furieux, parce que ça peut en fait, ça peut forcer la personnalisation et en fait être contre-productif. Donc effectivement, je rejoins tout à fait ton point. Il faut mieux travailler sur l'intent, la valeur, et plutôt que forcer ça. Donc là, je vous ai quand même mis un exemple pour que vous puissiez voir ce à quoi ça peut ressembler. Mais là, par exemple, donc là, je lui donne effectivement un rôle en lui disant, voilà, tu es expert en prospection commerciale. Je donne 2-3 éléments de contexte par rapport à ce que je fais. Je lui demande de rédiger un message d'approche et de prospection, et blablabla, blablabla. Je lui donne un modèle sur lequel il va pouvoir s'inspirer. Et dans ce modèle-là, en fait, je vais pouvoir injecter des variables comme le prénom, le nom de l'entreprise. Je vais lui demander, du coup, qu'il aille récupérer les informations de la proposition de valeur du SaaS qu'on a récupéré du site web juste en amont. Et à chaque fois, c'est là que je vais du coup injecter à cet endroit-là les différentes variables que j'ai récupérées de chacun des prospects. Et c'est ça qui va permettre du coup de créer la personnalisation de l'icebreaker. Voilà. C'est pour vous montrer techniquement comment le faire. Mais encore une fois, il faut vraiment que ça serve de manière smart la stratégie. Sinon, ça n'a pas de sens. Et concrètement, toi, Romain, qui fait pas mal de campagnes, etc., et je pense que ça va intéresser les gens, est-ce que tu préfères faire les campagnes avec icebreaker, sans icebreaker? Comment tu les travailles? Quels sont tes process de base? Est-ce que tu as déjà testé? Tu as des stats à nous donner? Quel est ton point de vue là-dessus? Moi, son business, vraiment en étant positionné comme voilà, solopreneur qui va accompagner les entreprises, des profils TPE, PME, dirigeants, à implémenter l'IA, les automations dans leur stratégie d'acquisition B2B. La partie icebreaker, pour moi, elle est pas ultra pertinente. Donc moi, personnellement, je le fais pas. Et aujourd'hui, j'ai des stats de prospection, j'ai plus de 50, j'avoisine entre 45 à 55% de réponses. Et sur ces 45-55% de réponses, sachant qu'en plus, honnêtement, j'ai même pas besoin de faire du multicanal, je fais que du LinkedIn à date. Parce que j'ai entre 50 et 60 messages à traiter par jour. Donc aujourd'hui, j'ai pas la capacité, ce serait overkill de développer aussi pour moi la partie, par exemple, email. Mais déjà, juste sur LinkedIn, donc entre 50 et 60 messages à traiter par jour de leads intéressés. Et donc, du coup, j'arrive à monter jusqu'à 60. Le record, c'est 72% de marque d'intérêt par rapport aux personnes qui m'ont répondu. Donc ça, c'est déjà énorme. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pas forcément intérêt à travailler davantage cet aspect-là, parce qu'en fait, les performances sont déjà extrêmement bonnes, mais par contre, je travaille pour le coup d'autres aspects du funnel. Donc voilà, c'est vraiment une question de stratégie et de se dire, voilà, est-ce que la partie icebreaker, elle a du sens ou non? Ok, très très intéressant, toi, c'est vraiment, tu pars d'un intent, d'un intérêt, t'apportes de la valeur, et après tu laisses le truc se faire tout seul. Voilà, et puis après, effectivement, j'ai plein d'autres techniques qui tournent pour pouvoir du coup vraiment suivre chacun des prospects, m'assurer que voilà, je les éduque de manière smart, je vais pouvoir les suivre, les accompagner, continuer à leur apporter toujours la valeur. Et puis bah, pour certains qui vont aller plus loin, et puis voilà, on collabore ensemble s'il y a un besoin. Hyper intéressant. Et ça de manière automatisée, sachant que j'ai oublié de préciser, effectivement, je suis solo. C'est-à-dire que j'ai personne. Alors, j'ai une assistante virtuelle qui m'aide sur la partie plutôt admin, compta, finance. Mais sinon, je suis complètement solo à gérer toutes les opérations de ma boîte et toute la partie mécanique de lead gen. Voilà. Et puis, effectivement, dernier point, c'est qu'une fois qu'on a fait finalement tout ça, alors, deux options. Soit on peut cliquer sur chacun des boutons, soit on peut mettre en place un script qui va dire si le persona, si le lead scoring est supérieur à 5 et que l'icebreaker a été validé, alors envoie dans LGN. Donc ça pourrait se faire par exemple de manière automatique le matin à 7 heures pour que derrière, dès 8 heures, ça part en campagne de prospection. Mais là, globalement, alors, je vais vous montrer en parallèle. Tac. Voilà. Alors. Donc là, vous voyez, là, je suis sur ma campagne de la grosse machine qui s'appelle Faro levée de fonds.
Donc là, on voit que j'ai mon lead test. Et là, je vais du coup pouvoir envoyer chacun d'entre eux dans LGM. Alors, bien évidemment, je pourrais faire un import en bulk. C'est-à-dire que j'ai juste à cliquer sur un bouton, je fais un cliquer-glisser pour tous les envoyer. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer qu'à chaque fois, ça fonctionne. Hop. Voilà. Donc là, je rafraîchis. Effectivement, je vois que j'ai bien tous les leads qui ont été synchronisés. Donc là, je peux voir, donc là, j'ai bien les URL des profils LinkedIn qui sont donc bien synchronisés. Et ensuite, quand je vais donc dans Custom Attributes, donc qui est finalement un champ qui permet donc d'avoir la possibilité de customiser certaines valeurs, c'est ici que je retrouve du coup mon icebreaker que j'ai créé avec l'IA. Et donc ça, après, quand je vais donc dans le paramétrage de ma campagne sur LGM, je vais pouvoir du coup directement mettre la variable custom attribute 1 et je sais que je vais avoir mon icebreaker complet qui va partir dès le premier message. Évidemment, on pourrait faire ça sur le message de relance ici, sur l'icebreaker. Ça peut être message de relance 2, 3, 4, si besoin, ou juste de mettre juste une phrase d'accroche et puis après, on paramètre nos campagnes de prospection dans LGM avec bonjour, variable prénom, l'icebreaker, et ensuite vous avez la suite de votre message qui est standardisée. Voilà, ça, effectivement, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez besoin de mettre en place. Et petite précision, moi ici, j'injecte pas le prénom, le nom, volontairement parce que je laisse la main à LGM pour faire toute la partie data cleaning. De plus en plus, vous avez des personnes qui mettent des emojis devant leur prénom, qui mettent des points, etc. Et en fait, LGM a des scripts de nettoyage automatisé pour éviter que la personne capte que globalement, c'est de la prospection automatisée. Donc ça, moi, je ne le gère pas au niveau d'Airtable. C'est pour ça que j'injecte uniquement l'URL LinkedIn du prospect. Et au moment où, effectivement, je vais lancer ma campagne de prospection, il va y avoir, du coup, un bloc qui va permettre, du coup, de faire l'enrichissement et donc, du coup, toute la phase de nettoyage. Voilà, petite parenthèse. Il y a une question qui est intéressante et qui revient un peu sur ta stratégie globale, Romain. Tes 50 à 60 messages LinkedIn proviennent de tes posts ou des réponses à tes outreach? En fait, c'est un peu les deux. Ouais, exactement. En fait, ce qu'il faut avoir en tête par rapport donc à cet exemple sur Airtable, et finalement, ça peut être développé sur n'importe quel autre outil, c'est que là, l'exemple qu'on voit, c'est l'intent Faro. Mais bien évidemment, enfin, là, je ne le montre pas, mais j'ai d'autres tables, etc., qui tournent. C'est que, en fonction de l'intent, par exemple, c'est une visite sur mon profil, une personne qui m'a ajouté sur LinkedIn, une personne qui a follow ma page LinkedIn, etc., ou d'autres intents, ben, finalement, mon workflow, il va être customisé en fonction de tout ça. Donc, c'est vraiment, il faut le voir comme un hub qui va centraliser tous les intents, toute la data, et dans lequel, en fait, je vais pouvoir finalement centraliser tout mon processus de nettoyage, donc de classification du persona, nettoyage des concurrents, de pouvoir faire la partie icebreaker, lead scoring, etc., etc. Très, très intéressant. On a pas mal de questions. Il y a une question enfin, Théo sur le custom attribute. Je pense que c'est plus sur vraiment ça sur comment fonctionne ensuite la campagne derrière. Et Marien, du coup, sur comment il a trouvé l'intent. Là, sur l'audience qu'on montrait, c'était une intent externe. Tu pourras revoir Marien au début du live, mais c'était vraiment là, on partait vraiment d'externe, du coup, de signaux de croissance et de levée de fonds d'entreprise. Mais sinon, sur d'autres campagnes là que vous évoquez Romain, ça va être oui, des likes sur des posts LinkedIn, des commentaires ou des visites de profil qui va aussi derrière retravailler. Tu as vraiment les deux, audience externe, audience interne, simulée du coup derrière d'un intérêt qui a été démontré par le prospect. Regardez du coup les autres questions. Ouais, merci beaucoup déjà Romain du coup pour avoir partagé ce que tu fais toi pour ta prospection, comment tu mets en place aussi pour tes clients. Je pense que ça a apporté pas mal de valeur du coup aux personnes qui étaient présentes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, c'est le moment aussi. Et c'est très intéressant aussi la manière que tu as de penser en fait les stratégies avant de mettre en place. Et comme tu l'as dit, les outils, ça reste d'aller chercher la bonne donnée, de la cliner pour pouvoir faire des bonnes campagnes, mais c'est la stratégie en amont qui fait de la réussite d'une campagne de prospection et d'une stratégie growth ou outbound. Ouais, c'est exactement ça. Il ne faut pas perdre de vue. C'est ça qu'on a un peu tendance à dire l'IA automation is magic. Ça peut tout résoudre. Donc moi, c'est vraiment un peu le mantra, c'est que je dis, voilà, si tu as une stratégie pourrie, si tu mets l'IA, tu auras une stratégie 2 fois plus pourrie. Donc il faut vraiment, je trouve, vraiment garder ce truc-là, c'est que ça va effectivement permettre de décupler
des stratégies qui fonctionnent manuellement. Moi, toujours mes clients aujourd'hui déjà démarrent par faire les choses manuellement en termes d'approche de prospection, de ciblage, de valeur, voient comment ça fonctionne. Et si effectivement ça marche bien, là ensuite, tu vas pouvoir du coup passer l'étape d'après qui va être du coup de mettre en place la partie automatisation, de mettre en place ensuite la partie IA pour créer des systèmes entre guillemets quasi autonomes. Mais voilà, ça se fait step by step. Ça, c'est vraiment hyper important de passer par cette étape-là, stratégie, exécution manuelle, automatisation, puis IA. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus, Romain. Moi, ce que je conseille à quelqu'un là actuellement qui devrait commencer l'outbound, faites des listes à la main de 10 personnes, vous envoyez les mails à la main sur Gmail, etc. Et une fois que vous avez des retours, que ça fonctionne, commencez à penser gros, commencez à penser à automatiser. Mais ça sert à rien de début de vouloir créer une machine de guerre si on ne sait même pas ce qu'on va faire à fonctionner. En fait, on va être dans l'opérationnel et pas dans le résultat. Et des résultats. Et ensuite, tout faire à la main. Et ensuite, une fois que ça fonctionne, là, on peut aller commencer du coup à chercher à automatiser, gagner du temps, gagner en productivité, etc. C'est exactement ça. Je suis en train de regarder en même temps les questions. Anas, est-ce qu'on a le droit à une liste de 100 intents? Bah, en vrai, une fois que ton système il est mis en place sur un intent, il n'y a pas de raison qu'effectivement tu puisses pas intégrer d'autres intents. Et ça, c'est ça que je trouve assez beau, c'est que finalement, ça peut complètement s'adapter à n'importe quel business à partir du moment donné où tu as détecté les intents chez tes prospects, tu peux remonter la data. Alors là, ça va faire le pont avec une autre question. Comment est-ce que tu peux remonter les likes, comments d'un post LinkedIn? Bah, effectivement, tu as plein de solutions. Tu as Photobuster, tu as Captain Data, tu as aussi des solutions comme Munipil qui permettent de faire ça. Tu as plein de solutions disponibles sur le marché qui te permettent globalement, via API, de pouvoir remonter toutes ces datas-là. Donc ça, pour le coup, c'est pas le plus compliqué à partir du moment donné où tu as identifié l'outil, le script, tu as l'API. Pour le coup, et puis comme je disais tout à l'heure, avec un coup soit de ChatGPT ou de Claude, tu peux faire le script assez rapidement. Il y en a pas mal qui parle de Paquito.ai dans le Mhm. chat. Est-ce que c'est une solution que tu connais ou que tu utilises, Romain? Ouais, je recommande d'aller voir. Je crois Ok, il doit y avoir une des personnes. Ouais, il y en a ce qui est là. Effectivement, c'est assez cool aussi. Ça permet de faire pas mal de choses sur Goalsheet. trop cool. Après, s'il y a plus de questions vraiment d'outils, etc., c'est vraiment là, plus en partie des stratégies. Les outils, en vrai, ça va vraiment dépendre de vous, comment vous utilisez, etc. Comme l'a dit Romain, il y a plein d'outils différents. Euh, Moi, ce que je conseille, je sais pas toi comment tu as ton point de vue, Romain, c'est tester, essayer. Et ça, les outils fonctionnent, enfin, changent très souvent. Il y a toujours des nouveaux, etc. Essayez par vous-même celui peut-être où vous avez lui, ce qui vous plaît le plus, les résultats qui vous plaît le plus. Mais il n'y a pas d'école, je pense, sur les outils. C'est vraiment suivant comment vous ressentez les choses et comment vous appréciez aussi travailler avec tel ou tel outil. Ouais, c'est exactement ça. Chacun va avoir ses outils différents, donc ouais, il faut tester. Chaque outil va avoir ses avantages, ses inconvénients. Donc, il faut les tester et après, effectivement, tu les intègres dans tes workflows. Alors, je finis sur les Ouais, il y a questions. une question d'Étienne qui est intéressante. Est-ce que tu aurais d'autres use cases de lead scoring? Je pense qu'au niveau du scoring, il y a plein de use cases que tu peux utiliser, mais c'est d'en partager comme Ouais, ça peut être cool pour à quoi te sert et si tu as des use cases de lead scoring. ouais, en fait, sur la partie scoring, je pense que déjà, ça va dépendre de ton intent. Si tu as un intent, je vais dire n'importe quoi, volontairement, tu as un intent qui est, tu as récupéré des commentaires. Ton commentaire, en fait, tu pourrais par exemple analyser le commentaire et du coup, en fonction du commentaire, faire soit un scoring, soit globalement plutôt un critère de j'envoie ou j'envoie pas. Si par exemple, finalement, tu récupères en automatique tous les commentaires et que dans le commentaire, il y en a un qui te bâche, bon, bah, du coup, tu vas éviter effectivement de le contacter. Donc, tu vas mettre par exemple un lead scoring de no-go. Par contre, si la personne dit ah, super intéressant, j'aimerais bien en savoir plus, bon, ben, voilà, tu peux utiliser l'IA pour faire la détection du sentiment et globalement dire oui ou non, il continue dans le workflow de prospection. Ça peut être effectivement intitulé post, ça peut être sur depuis combien de temps il est en poste, notamment si tu récupères les datas depuis 16 nav. 16 navigateurs et te remonte les datas sur depuis combien de temps il est en poste, depuis combien de temps il est dans la boîte. Donc ça, si par exemple tu veux avoir des approches de prospection dans lesquelles tu vas orienter ton contenu en disant, par exemple, j'ai bien félicitations pour votre nouveau poste et que du coup, toi, tu rentres en termes de stratégie en disant, moi, je peux t'aider tout de suite. En fait, en disant la problématique de ton process, c'est de dire, il va falloir qu'il fasse ses preuves
globalement sur la première année de poste. Globalement, tu peux l'approcher en disant, voilà, félicitations pour ton nouveau poste. Moi, je peux t'apporter de la valeur globalement, intrinsèquement pour dire, je vais pouvoir t'aider sur ta prise de poste. Apporter de la valeur, sécuriser ton poste de manière, on va dire, inconsciente. Et donc ça, globalement, si tu remontes la data en amont, que tu fais ton lead scoring, ça peut être pour le coup hyper puissant aussi. Voilà, donc ça vraiment, ça va dépendre du contexte, de ton intent et de ta stratégie encore une fois. Trop cool, merci Romain du coup pour ces informations du coup, sur le lead scoring. On va arriver du coup à 1 heure de live. N'hésitez surtout pas, du coup, comme vous voyez, il y a Romain aussi. Vous pouvez essayer Faro du coup pendant 15 jours. Il y a la formation aussi de Romain du coup, qui sont disponibles avec un code promo qu'il a créé spécialement pour le webinar. Et puis les questions, si vous en avez, n'hésitez pas à nous contacter avec Romain directement sur LinkedIn ou nous envoyer un mail ou sur un message LinkedIn. C'est avec plaisir du coup pour continuer à discuter ensemble. Même si Romain il a 50 à 100 gérer, il peut continuer là à en gérer un peu plus. Effectivement, de toute façon, vous pouvez, je vous ai mis donc le QR code et puis le lien également dans le chat. Vous pouvez aller faire un tour, mais globalement, moi, en termes pour comment j'aide aujourd'hui mes clients, j'ai 2 formats. J'ai un format contenu en ligne où globalement, je mets à disposition tous mes systèmes, mes automatisations. C'est 120 modules qui abordent la partie justement stratégie, social selling, prospection, création de contenu, IA automation, prompting. Vraiment, tous les éléments sont abordés dedans. Donc ça, c'est plutôt pour les profils qui sont, on va dire, autonomes et qui ont le temps effectivement d'explorer. Et puis pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés, je fais aussi de l'accompagnement one-to-one pour vous aider justement à mettre en place cette machine d'acquisition. Objectif, c'est générer entre 5 à 10 rendez-vous qualifiés par semaine avec tous ces systèmes-là. Vous pouvez aller voir la page et soit vous pouvez partir sur la formation ou réserver un appel avec moi et puis comme ça, on regarde si effectivement ça peut rentrer dans votre business. Trop cool. En tout cas, encore merci Romain du coup pour ce live. Super intéressant du coup de partager ta stratégie. On refera ça rapidement. Puis merci à tout le monde du coup pour vos questions d'avoir participé. Vous recevrez pour répondre à tout le monde le replay par email du coup fin d'après-midi ou lundi matin et pour pouvoir du coup le regarder et regarder ce qu'a fait Romain si vous souhaitez aller un peu plus loin. C'était trop cool. Merci encore Flavien pour l'invitation. Avec plaisir Romain et puis bonne journée à tous et puis à très vite. Ciao, ciao. Salut tout le monde.